On peut pas le cacher, c'est son dada, donc on va le laisser parler crypto, encore quelques minutes dans un hors-série consacré à la crypto, on va dire pour les nuls, bien que vous ne soyez pas nuls. On n'avait pas d'autre titre à vous proposer, c'est la crypto, vous l'expliquez avec des mots simples, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire avec Sébastien, notre spécialiste crypto, ça je pense que tout le monde avait bien compris, il n'y a plus de secret pour personne. L'idée c'est d'expliquer un peu à tout le monde comment ça fonctionne la crypto, enfin les gestes simples à avoir avec les crypto-monnaies, c'est un peu ça l'idée, Sébastien. Voilà, donc aujourd'hui, on va vraiment parler de crypto-monnaie très spécifiquement, et notamment comment faire ses premiers pas avec, et comment acheter de la crypto-monnaie et quoi en faire. Oui. C'est ça, c'est surtout ça l'idée, parce que souvent on reçoit des commentaires, vous parlez crypto-monnaie, etc. Donc c'est vrai que dans l'actualité, il y a de l'actualité sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, etc. Et tout le monde n'a pas envie ou n'est pas sensibilisé, entre guillemets, à ce qu'est la crypto-monnaie. Alors on a déjà expliqué dans d'autres hors-séries d'où ça venait, d'où ça partait, les fondements, entre guillemets, de cette crypto-monnaie. Ici, c'est vraiment... comment dire, on va l'aborder de manière simple, comme si on parlait à un parent ou quelqu'un qui n'est pas nécessairement technophile, on va dire ça comme ça. Donc on va être vraiment très ouvert sur le monde. Alors d'abord, on va rappeler ce que c'est peut-être une crypto-monnaie, Sébastien. Voilà, donc c'est important pour bien comprendre tous ces trucs-là, d'abord comprendre de quoi il s'agit et de quoi on parle. Donc d'abord, une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets, c'est assez différent des euros que vous avez dans votre portefeuille de ce point de vue-là. Voilà. Ensuite, c'est une monnaie qui est créée par un algorithme informatique. Donc ça veut dire qu'il y a des ordinateurs qui créent une certaine quantité de cette monnaie-là, et avec des règles qui sont connues de tous et qui ne changent pas. Voilà. Donc là où vos euros sont créés par des banques qui sont régulées par la loi, la crypto-monnaie, elle est créée par un algorithme informatique. D'accord. Le troisième élément qui est super important, c'est que cette monnaie, elle doit être sécurisée, et notamment sa rareté doit être protégée. C'est-à-dire que le seul moyen de créer de la monnaie, ça doit être ce fameux algorithme que j'ai mentionné avant, et n'importe qui ne doit pas pouvoir créer de la monnaie trop simplement, sinon c'est comme de la fausse monnaie, ça dévalue finalement la monnaie en circulation. C'est ça. Et donc là, il y a des algorithmes informatiques, il y a de la cryptographie derrière tout ça pour sécuriser. D'accord. On va tordre le coup tout de suite parce qu'on a vu des commentaires sur nos publications, mais je pense que tu as répondu aussi en texte, mais ces histoires de la crypto-monnaie, c'est fait pour acheter des armes sur le darknet, ça sert, enfin tout le côté, toute la couche entre guillemets mauvais usage de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, elle n'est pas faite pour ça, elle n'a pas été créée pour ça. C'est un usage qu'on en fait comme on fait de la monnaie fiat finalement pour acheter aussi des armes quelque part. Il n'y a pas de tenant et d'aboutissant entre les deux, c'est ça que je veux dire. Exactement, c'est pas du tout un point de conception à la base. Il se trouve que, comme n'importe quel véhicule de valeur, enfin, je veux dire, c'est effectivement, comme tu le disais très bien, le cas déjà du cash. Ceux qui ont regardé la série Netflix sur Pablo Escobar ont bien vu ils ont pas attendu la crypto-monnaie. Bien sûr. Une bonne grosse mallette de cash. Ouais. Et donc voilà, ça a toujours existé. Et tant qu'il y aura des monnaies, qu'elles soient crypto ou autres, elles seront utilisées aussi pour des activités frauduleuses, et c'est pas pour ça qu'on doit forcément les mettre de côté et négliger tous les intérêts qu'il y a à côté de les utiliser. On tord le coup aussi à cette idée reçue que ce sont les informaticiens qui tiennent le cordon de la bourse et que c'est eux qui vont commander et piloter le monde dans les années à venir. Ce ne sont pas des banquiers, les informaticiens, on est bien d'accord. Non, et la grosse différence entre les deux, c'est que moyennant évidemment un peu de curiosité et une certaine formation en informatique, qui est finalement assez accessible. N'importe qui peut devenir développeur. Oui. Là où
pas n'importe qui peut devenir banquier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et donc, effectivement, comme toutes les crypto-monnaies sont gérées par du code informatique qui est complètement open source, il est très facile de rejoindre ces projets, d'y participer, de vérifier ce que ça fait pour être sûr que la spécification est respectée et voilà, et d'avoir un certain niveau de contrôle là-dessus. Alors, cette fameuse monnaie que tu as dit, elle est virtuelle, donc on ne va pas la mettre dans notre poche ou dans notre portefeuille, ou en tout cas pas dans un portefeuille tout à fait classique. Non, effectivement. Donc déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que les crypto-monnaies, c'est des monnaies qui sont décentralisées. Donc contrairement à la monnaie classique, ce qu'on appelle la monnaie fiat, donc que ce soit les euros, les dollars, etc., qui elles sont créées et gérées par des banques, dans le cas d'une crypto-monnaie, c'est décentralisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire comme ça pour gérer les comptes. Vous gérez vos propres comptes. C'est ça. Et donc vous êtes responsable des comptes sur lesquels sont stockées vos crypto-monnaies. Et comment ça se présente concrètement ? C'est ce qu'on appelle un wallet. Un wallet, ça veut dire un portefeuille en anglais. Et vous utilisez ce wallet pour pouvoir recevoir et envoyer de la crypto-monnaie grâce au réseau informatique. Donc, en gros, ce wallet, ce portefeuille, c'est une petite application en quelque sorte. Alors, c'est même plus simple que ça. Un wallet sur le plan informatique, c'est juste une paire de morceaux d'information. Donc, en gros, vous avez un numéro de compte, c'est ce qu'on appelle aussi l'adresse de votre compte. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle une clé privée. Et la clé privée, vous pouvez voir ça un peu comme un tampon. Un tampon numérique, donc un petit peu plus sécurisé évidemment qu'un bête tampon. Mais c'est un tampon que vous allez pouvoir utiliser pour signer toutes les transactions que vous envoyez. Donc, si vous faites un virement depuis votre compte vers un autre compte, eh ben, vous allez tamponner cette transaction avec votre tampon à vous. Donc, alors évidemment, cette clé, elle est privée. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas la laisser courir partout. C'est pour ça qu'on vous a déjà parlé dans différents épisodes de ce fameux Ledger Nano S, qui est là pour le coup, c'est un wallet, c'est un portefeuille numérique, mais physique en même temps, qui permet donc de le transporter plus facilement et de le sécuriser peut-être par ailleurs. C'est ça un peu l'idée aussi. C'est ça, donc on reviendra après sur les différents types de wallets qui existent pour pouvoir stocker justement cette clé privée et c'est surtout la clé privée en fait, c'est ça l'élément qu'il faut bien protéger, parce que la clé publique, c'est-à-dire l'adresse de votre compte, elle est publique justement, c'est-à-dire que c'est typiquement ce que vous donnez à quelqu'un pour qu'il puisse vous envoyer de la crypto-monnaie. Ok, bon, on reparle de cette sécurisation entre guillemets dans un instant. Autre question régulièrement posée, mais c'est comment on se procure cette fameuse crypto-monnaie, parce qu'on peut pas aller dans la machine contre le mur ou au magasin et demander donnez-moi X bitcoin. Faut déjà être riche pour demander plusieurs bitcoins. Il faut le noter au passage, ou toute autre crypto-monnaie. Donc comment on s'en procure ? Comment on fait pour en acheter quelque part ? Donc, comme je disais, la première étape, c'est qu'il vous faut un wallet. Donc ça veut dire concrètement, on va revenir plus tard sur comment on crée ces différents wallets. Mais une fois que vous avez une adresse pour votre compte, il existe, on va dire, 3 grands moyens d'obtenir de la crypto-monnaie. Le premier, c'est le minage. Le deuxième, c'est de se faire payer en crypto-monnaie. Et le troisième, c'est d'acheter de la crypto-monnaie. Et on reviendra plus en détail là-dessus. Donc le minage, ça veut dire quoi ? En gros, c'est que la plupart des crypto-monnaies, elles lient ensemble la sécurisation des comptes, d'une certaine manière, avec la création de monnaie. D'accord. Donc, en gros, il y a un certain nombre d'utilisateurs qu'on appelle des mineurs sur ces réseaux-là. N'importe qui peut devenir mineur. Et en gros, ils sont payés en nouvelles crypto-monnaies. C'est une rémunération pour sécuriser. Voilà, c'est une rémunération pour finalement participer au système, quoi. Exactement, pour sécuriser les comptes et justement s'assurer que n'importe qui ne crée pas de l'argent de nulle part et que l'algorithme est respecté dans ses moindres détails. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme façon de faire, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Donc ce qu'on entend par le minage, concrètement, un mineur, il fait quoi ? Il a une machine ou un ensemble de machines informatiques, donc des ordinateurs, généralement assez puissants. Enfin, il y a une puissance minimum pour que ce soit intéressant, qui va faire des calculs informatiques assez nombreux et poussés, et donc il va devoir investir du matériel et aussi payer l'électricité pour alimenter
alimenter ce matériel. Donc il doit trouver le matériel avec un certain rendement, hein, on va dire ça comme ça, donc qui va consommer le moins pour produire le plus, en fait, hein, c'est ça l'idée. C'est exactement ça, donc il y a un seuil de rentabilité en dessous duquel, en gros, ça va vous coûter plus cher à alimenter les machines et à investir dans les machines que ce que ça va vous rapporter en crypto-monnaie. Et pour le Bitcoin, typiquement, ce seuil est devenu tellement élevé il faut déjà un investissement assez important pour pouvoir faire en sorte que ce soit intéressant. C'est pour ça qu'on voit aussi pas mal de mineurs, en tout cas des mineurs, j'allais dire presque industriels, qui s'alimentent avec des panneaux solaires et des choses du genre, justement pour augmenter le rendement. Hein, justement, c'est ça l'idée aussi. Hein. Alors, de toute façon, la plupart des mineurs n'ont aucun intérêt à utiliser des sources d'énergie. Ça aussi, c'est pour tordre un petit peu le cou à la méchante crypto-monnaie qui va faire bouillir les océans. c'est que la plupart des mineurs ont tout intérêt à utiliser des énergies propres puisqu'elles ne nécessitent pas de carburant, que ce soit de l'uranium ou du charbon ou du pétrole ou peu importe. Et la plupart du temps, elles utilisent soit des énergies hydroélectriques, soit des énergies éoliennes ou solaires, parce que voilà, il y a un investissement en matériel, mais il n'y a pas de coût récurrent en carburant. Ce qui est plutôt pas mal, donc effectivement, parce que ça, c'est aussi un commentaire qu'on avait vu apparaître sur une première série consacrée aux crypto-monnaies, rappelle-toi, où on disait, ouais, mais enfin, l'empreinte écologique de la crypto-monnaie, c'est quand même, voilà, quoi, c'est pas... Et c'est vrai que, fondamentalement, quand on se pose la question comme ça, on réfléchit pas plus que ça, on se dit, bah oui, c'est vrai, et puis finalement, on se rappelle qu'il y a quand même des énergies vertes qui existent, et finalement, voilà. Et il y a plein d'autres arguments dans ce débat. On va pas rentrer de nouveau en détail là-dessus, mais effectivement, c'est une question assez plus complexe qu'il n'y paraît. Ouais. Alors, en recevoir, bon, bah ça, on a tous compris comment ça pouvait se passer. Hein, c'est-à-dire qu'on vous paye en Bitcoin, vous acceptez d'être payé en Bitcoin. Comment ça se passe ? Il y a une transaction qui se fait. C'est relativement simple, ça, finalement. C'est ça, donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre l'adresse de votre compte, de la donner à la personne que vous voulez qu'elle vous paye, de vous mettre d'accord sur un montant, et à ce moment-là, dans la plupart des logiciels de wallet, il est possible de faire un transfert, donc de dire je veux envoyer tel montant à telle adresse. Alors, ce qui est important aussi de préciser, c'est que quand on fait un virement en crypto-monnaie, on choisit nous-mêmes les frais qu'on veut mettre dessus. D'accord. C'est pas des frais standards classiques comme vous avez l'habitude peut-être avec votre banque ou avec des frais de paiement en carte bleue par exemple, carte bancaire. Ici, vous choisissez le montant de vos frais et en gros la logique c'est que plus vous mettez des frais importants et plus votre transaction sera intégrée, sera confirmée rapidement. D'accord, ok. Donc c'est aussi pour se rassurer ou pour voilà, je vais mettre un peu plus de frais dessus, mais en même temps tu seras content, tu auras tes bitcoins ou tes Ethers ou autres crypto-monnaies dans l'heure ou dans la journée, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça, c'est vraiment, ça permet de gérer en fonction de l'urgence du paiement et du montant aussi. Il est évident que quand on fait un virement pour un bitcoin justement, on va peut-être mettre un petit peu plus de frais pour que la personne soit rassurée sur le fait que son bitcoin est bien arrivé, alors que si c'est pour payer quelques dollars en équivalent, voilà, on peut, ça c'est pas aussi urgent, quoi. C'est clair que là, du coup, quand on achète quelque chose de valeur avec des bitcoins, ça se justifie plus de mettre un peu plus de frais dedans parce que finalement, le pourcentage par rapport à la valeur globale, ce sera relativement minime. Exactement. C'est ça aussi l'idée. Hein. Rappelons le taux pour le bitcoin parce que c'est le plus connu, le plus répandu et qu'on est ici, on parle de manière générale, c'est le plus classique, c'est aux alentours des $8000 pour l'instant, je pense. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est à peu près la valeur actuelle du Bitcoin, non ? On est un peu en dessous de ça. Là, toutes les crypto-monnaies ont pris un petit coup dans l'aile ces dernières semaines. Là, le Bitcoin aujourd'hui est à 6 000 €. Ah, d'accord, ok. Ceci étant dit, on va quand même pas payer sa canette de coca avec des Bitcoins. Soyons clairs, on n'en est pas là, quoi. C'est pas. Non, et clairement, le Bitcoin aujourd'hui souffre d'un problème de saturation, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de transactions, il y a plus de transactions en fait qui sont envoyées au réseau la plupart du temps que lui n'est capable de les traiter. Il se fait que pour être sûr qu'elle soit traitée le plus rapidement possible, les frais ont tendance à augmenter. Et donc, ça devient moins intéressant de faire des petits paiements avec du Bitcoin. Mais des crypto-monnaies, je rappelle qu'il en existe, au dernier comptage, j'ai vérifié tout à l'heure, il en existe quasiment 2000.
Et bon, évidemment, elles sont pas toutes intéressantes et pas toutes valables, mais en tout cas, elles fonctionnent tous suivant plus ou moins les mêmes principes, avec des petits changements de règles et donc avec des frais aussi qui sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Quand tu dis pas toujours intéressante, pas toujours valable, c'est pas de la monnaie de singe pour autant. Ça reste de la monnaie, quoi. Je veux dire, ça reste utilisable. C'est juste que c'est peut-être pas intéressant sur quel point de vue. Alors, le principal intérêt de la crypto-monnaie, comme on l'a dit, c'est sa décentralisation. C'est-à-dire que pour qu'elle soit sécurisée, il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de mineurs notamment, qui l'utilisent. Une crypto-monnaie avec très peu d'utilisateurs, elle va avoir aussi beaucoup moins de mineurs. Et donc, ces mineurs-là sont beaucoup plus susceptibles de se mettre d'accord entre eux et de recentraliser la monnaie. Donc c'est pour ça qu'on préfère aller sur des monnaies avec beaucoup plus d'utilisation, comme Ethereum, comme Bitcoin, comme d'autres, qui ont une grosse communauté. Et donc, on l'a dit, on a parlé de la crypto-monnaie que l'on achète, que l'on fabrique soi-même, que l'on achète. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il y a justement la crypto, je vais y arriver, la crypto-monnaie que l'on achète sur Coinbase. Alors là, il faut nous expliquer un petit peu, parce que ça, c'est quoi ? C'est un endroit, c'est l'endroit privilégié où on se retrouve le soir dans la savane quand on a soif. Entre crypto-fanatiques. Voilà, c'est ça. C'est quoi ce point de rencontre, ce Coinbase ? Alors, Coinbase, on va vous montrer rapidement comment ça marche, en particulier Coinbase, mais il faut bien voir qu'il existe donc, en plus de tous ces systèmes de crypto-monnaie, il existe des plateformes qu'on appelle des échanges, des plateformes d'échange, sur lesquelles certaines personnes veulent acheter des crypto-monnaies en échange d'euros ou de dollars. Et donc, inversement, c'est intéressant pour les gens qui veulent revendre leurs crypto-monnaies contre des euros ou des dollars. Et donc, ces places de marché, il y en a de nombreuses. Je vais citer Binance, je vais citer Coinbase qu'on va voir tout à l'heure, Kraken, enfin il y a beaucoup de plateformes comme ça. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une liste complète pour faire votre petit marché, vous pouvez aller sur cryptocompare.com/exchanges. On va mettre tous les liens évidemment dans le post. Et là, vous avez une liste de tous les plateformes d'échange qui existent. Il y en a en français, parce que je sais que c'est une barrière chez beaucoup d'utilisateurs, c'est la barrière de la langue. Même si, l'anglais on maîtrise plutôt bien, mais malgré tout, comme il s'agit d'argent, on veut être vraiment sûr de son fait, et souvent la langue matérielle, ça reste quand même une valeur sûre, on va dire, dans ce cas-ci. C'est possible d'avoir ces services en français ? Alors c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de vous faire une petite démo après sur Coinbase, c'est que Coinbase est disponible en français. Ah ben voilà. Donc il est possible, on va voir sur les écrans, tout est bien expliqué en français. Alors pour expliquer rapidement pourquoi il y a énormément de ces plateformes qui sont en anglais, c'est que elles doivent s'installer dans des pays où la régulation, la législation en vigueur leur permet d'opérer leur business, et bien souvent c'est pas dans les pays francophones. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Enfin, la langue, on peut l'installer où on veut. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est pour ça que ces plateformes sont très souvent originaires d'autres pays que les pays francophones. Après, certaines vont à une étape plus loin et rajoutent effectivement ces traductions comme Coinbase l'a fait. D'accord, ok. On jette un coup d'œil sur Coinbase, on peut le faire maintenant ? Alors, juste avant ça, juste expliquer que en plus de ces plateformes qui, elles, sont centralisées, on va voir les impacts que ça peut avoir, il existe aussi des plateformes d'échange décentralisées, mais qui sont encore un petit peu confidentielles parce que juste un tout petit peu plus compliqué à utiliser, et du coup, comme il y a moins de monde dessus, il y a aussi moins de volume, et comme le prix des crypto-monnaies sur ces plateformes d'échange, il est déterminé par l'offre et la demande, et moins vous avez de volume en offre et en demande, et plus c'est difficile de déterminer un prix fiable. Oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que ces plateformes d'échange sont encore un petit peu confidentielles, mais elles vont se développer au fur et à mesure que les limites des plateformes centralisées se manifestent. Mais c'est décidément là pas non plus pour monsieur et madame tout le monde, en tout cas dans un premier temps. Mais ici, on est avec Coinbase sur quelque chose qui est beaucoup plus abordable, je parle pas d'argent, mais là, intellectuellement, on va dire. Comment ça marche ? Visite guidée. Alors... Concrètement, comment ça marche Coinbase ? Donc, on vous a fait une petite vidéo pour vous montrer. Donc, évidemment, le site se trouve sur coinbase.com. Donc, c'est important quand vous utilisez ces sites-là de taper vous-même directement l'adresse et pas de suivre des liens, parce que des fois, il y a des liens de phishing. Oui, c'est ça. Donc, vous cliquez sur le bouton s'inscrire.
Vous rentrez votre prénom et votre nom. Donc là, déjà, vous voyez que on n'est pas du tout sur quelque chose qui est anonyme. On n'est plus du tout dans un domaine anonyme. Vous devez rentrer évidemment un mot de passe. Alors là, ne choisissez pas passe 1, 2, 3, 4. Il y a de l'argent derrière. Donc générez-vous un mot de passe bien compliqué que vous gardez dans un one password, dans un LastPass ou quelque chose comme ça. Un mot de passe bien compliqué et difficile à retenir. Vous cliquez sur la case pour le CAPTCHA pour dire « je ne suis pas un robot ». Vous certifiez évidemment que vous avez plus de 18 ans puisqu'il y a de l'argent en jeu et vous demandez la création du compte. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord confirmer votre adresse email. Donc, il va vous envoyer un mail de vérification dans lequel vous allez avoir un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Et ce lien va simplement vous permettre de continuer la procédure d'enregistrement. D'accord. Donc, quand vous revenez sur l'écran, la deuxième information personnelle qu'il vous demande, c'est votre numéro de téléphone. Pourquoi il vous demande votre numéro de téléphone ? C'est que dans pas mal de cas, il va vous demander un code de confirmation comme une espèce d'authentification à 2 facteurs pour sécuriser des éléments un peu risqués. Donc il vous envoie un code par SMS, vous rentrez ce code et du coup, vous arrivez sur l'interface principale. Alors, sur l'interface principale de Coinbase, c'est assez simple. Dans le tableau de bord, vous pouvez voir l'évolution du cours de différentes monnaies qui sont tradées sur Coinbase. Alors, Coinbase ne traite que 4 crypto-monnaies, le Bitcoin Cash, l'Ethereum et le Litecoin. Mais il existe sur d'autres plateformes, d'autres crypto-monnaies qu'on peut échanger. Okay. Et là, l'intérêt, c'est que vous pouvez voir un peu comment évoluent les cours et donc vous faire une meilleure idée de ce qui est intéressant ou pas. Donc ça, c'est dans le premier onglet. Deuxième onglet, c'est pour acheter et vendre. On va l'utiliser tout à l'heure. Le troisième onglet, c'est pour gérer vos comptes. Et donc là, vous avez une série de comptes, un compte dans chaque monnaie. D'accord. Et en plus, vous avez un compte en dollars qui va vous permettre de en fait stocker de la monnaie fiat. C'est un peu comme PayPal, quoi, dans ce cas-là. Voilà, exactement. Et vous avez aussi un vault. Alors le vault, c'est une espèce de coffre sécurisé dans lequel vous pouvez mettre votre crypto-monnaie à l'abri, mais on va pas rentrer dans ces détails-là, je vous laisserai explorer après. D'accord. Et alors ce qui est intéressant, c'est que sur chaque compte, évidemment, vous allez pouvoir afficher l'adresse de ce compte pour pouvoir vous faire envoyer votre crypto-monnaie. Okay. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur Coinbase, vous pouvez l'utiliser aussi comme un simple wallet. Et si vous voulez vous faire payer pour des services ou des biens en crypto-monnaie, vous envoyez l'adresse du compte sur Coinbase et les gens pourront vous envoyer de la crypto-monnaie directement par ce biais-là. D'accord. Ensuite, vous avez l'onglet outils. Et dans l'onglet outils, il y a des choses un petit peu plus poussées. On peut faire des transactions récurrentes, par exemple, si on veut planifier des paiements ou des choses comme ça, ou faire des achats réguliers de crypto-monnaies, c'est possible aussi. Vous avez une page rapport, une page historique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais en gros, c'est pour suivre un petit peu l'activité de votre compte. Voilà, ça peut être utile quand même de gérer un petit peu tous ces éléments-là. D'accord. Et le dernier onglet qui est assez important, c'est l'onglet paramètres. Donc là, vous pouvez spécifier un peu votre adresse, votre date de naissance et tout. Et surtout, vous pouvez configurer les paramètres de sécurité et donc l'authentification double facteur qui peut être très importante. Ça, c'est à peu près, c'est comme sur tous les sites un peu sensibles. Je veux dire ça comme ça. Il n'y a rien de très sorcier dans tout ça jusqu'à présent, quoi. C'est ça. Et alors, ensuite, une fois que vous avez créé ce compte et qu'il est configuré, la prochaine étape, c'est effectivement d'acheter de la crypto-monnaie. Voilà, ouais. Donc, pour ça, vous vous rendez dans l'onglet achat-vente et là, vous demandez à ajouter une méthode de paiement. Okay. Alors, vous avez 2 possibilités pour la méthode de paiement. Vous avez le compte bancaire et la carte bancaire. Le plus simple, c'est de commencer par la carte bancaire. C'est adapté pour des petits montants. Donc là, la première étape, c'est qu'il va vous demander de vérifier votre identité. Et pour ça, il va vous demander de télécharger une pièce d'identité. Donc encore une fois, vous voyez bien qu'on est en dehors du domaine de l'anonymité ici. Oui. Et il accepte soit le passeport, soit le permis de conduire, soit un autre fichier, enfin une autre pièce d'identité. Là, ici, par exemple, j'ai choisi d'uploader la page de mon passeport. Donc, je lui upload l'image qui correspond à la page de mon passeport, je télécharge et là, je dois attendre. Alors, dans les faits, ici, on a accéléré un petit peu, mais j'ai dû attendre 3 minutes avant que mon identité soit vérifiée. Ah oui. Concrètement, je pense que c'est des petits Indiens quelque part qui vérifient que le nom correspond et qui cliquent sur un bouton. Oui, c'est ça. C'est du Mechanical Turk bête et méchant. D'accord. Et ensuite, il vous demande les coordonnées de votre carte bancaire, donc l'adresse de facturation, et puis le numéro de la ville et le code postal. Donc ça, c'est vraiment pour l'adresse de facturation qui donc va être associée à votre compte.
compte. Donc encore une fois, il va relier l'adresse de votre compte avec votre identité réelle, et ensuite il va vous demander les coordonnées de votre carte bancaire, donc son numéro, sa date d'expiration, son CVC et le code postal. Je fais de nouveau l'analogie avec PayPal, c'est un peu le même principe, hein, sauf que PayPal ne nous demande pas de pièce d'identité. PayPal vous demande une pièce d'identité pour des virements au-delà d'un certain montant. Oui, c'est ça, oui. Pour des petites transactions et pour le service de base, on va dire, c'est pas nécessaire. Ensuite. Donc, une fois que vous avez fait cette procédure, vous ajoutez la carte, il va évidemment vérifier les coordonnées et tout ça, et ensuite, la carte est ajoutée dans votre compte et vous allez pouvoir l'utiliser pour concrètement faire votre premier achat de crypto-monnaie. Donc là, maintenant, dans l'onglet achat-vente, vous avez le choix entre les 4 monnaies qui sont disponibles sur Coinbase. Vous avez le choix de la méthode de paiement, en l'occurrence, on n'en a qu'une seule. Et vous pouvez choisir le montant soit en euros, soit ici, on va acheter de l'Ether, par exemple. On va acheter pour 10 € d'Ether. Donc vous tapez le montant en euros, il vous fait la conversion en Ether. Vous confirmez l'achat. Alors là, ça va dépendre de votre carte de crédit et de son mécanisme de vérification. Dans mon cas, c'est N26, donc c'est dans l'application. Mais ça sera peut-être l'UCR ou quelque chose d'autre si vous utilisez une carte de crédit belge, par exemple. Et une fois que la confirmation est rentrée, vous pouvez aller voir dans l'onglet compte, et là vous allez voir dans votre portefeuille en Ether, là typiquement, que vous avez reçu une nouvelle transaction avec un nouveau montant de 10 € moins les frais. Alors ici, les frais, par exemple, étaient de 24 centimes d'euros. Et ça, c'est pas les frais de la crypto-monnaie, c'est pas les frais du réseau, c'est les frais de Coinbase. Donc c'est comme ça que Coinbase se rémunère. Ils prennent une petite partie sur tous les achats et toutes les ventes de crypto-monnaie que vous faites. C'est un pourcentage sur l'achat ou la vente, ou c'est un frais fixe ? Alors, très bonne question. Je pense que c'est un mélange des deux, mais j'ai pas les frais en tête. Enfin, il me semble qu'il y a une petite partie variable quand même. D'accord. Parce que voilà, il y a une partie les payment processing, et quand vous payez avec une carte de crédit en ligne, typiquement il y a 30% plus 30 cents. Alors ici, c'est que 24 cents pour 10 €, donc je n'ai pas vérifié exactement le pricing, mais globalement, soyez prudents quand même. Quand vous faites des achats avec une carte de crédit, ça coûte plus cher qu'avec des virements, parce que d'un autre côté, c'est plus rapide. Si vous faites un virement, il faut attendre quelques heures, voire quelques jours avant que le virement soit confirmé, et donc ça peut prendre plus de temps. Donc là, c'est plus pour faire des achats rapides. Ouais, si vous n'êtes pas pressé, en même temps, vous pouvez faire cette économie, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme quand on achète en ligne, hein. Finalement, c'est un peu le même principe. Sauf qu'ici, il y a des frais supplémentaires quand on utilise la carte, quoi. Donc, voilà. Bon, on peut s'en contenter, entre guillemets. Une fois qu'on a notre crypto-monnaie, elle est où, là ? Elle est toujours chez Coinbase, cette crypto-monnaie Voilà, donc ça c'est vraiment le point sur lequel je veux insister. On va aller jusqu'au bout du process, c'est que quand vous achetez de la crypto-monnaie sur Coinbase, c'est Coinbase qui détient en fait les clés privées de tous vos comptes en crypto-monnaie. Voilà. Donc elles sont stockées dans leur base de données. Et donc ils ont une grosse base de données avec plein de clés privées de plein de comptes avec beaucoup d'argent dessus. Donc tout ça, évidemment, ça crée ce qu'on appelle un pot de miel, c'est-à-dire un gros point d'intérêt pour les hackers qui ont tout intérêt à aller attaquer ces plateformes-là pour essayer de récupérer l'argent qui se trouve dessus. Sans parler même des risques que vous courez avec les employés de Coinbase eux-mêmes qui pourraient aller taper dans la caisse si les procédures internes ne sont pas suffisamment robustes. On va éviter de leur laisser. Donc concrètement, ça veut dire que même si c'est pratique de laisser votre crypto-monnaie sur Coinbase parce que ça vous permet par exemple de voir la valeur de votre portfolio en temps réel, c'est quand même dangereux de leur laisser, surtout si vous commencez à avoir des montants intéressants, parce que il y a un gros risque de sécurité lié à ça. Et d'ailleurs, toutes les attaques qui a eu lieu ces dernières années sur les crypto-monnaies se sont faites au point d'entrée de ces plateformes d'échange. La crypto en elle-même est toujours restée sécurisée, mais faut bien voir que en fait, ces plateformes d'échange sont pas indispensables au fonctionnement des crypto-monnaies. C'est juste un pont entre les crypto-monnaies et les monnaies fiat, mais on peut tout à fait s'en passer, et de fait, c'est un point de faiblesse. Donc, ne laissez pas vos crypto-monnaies là-dessus. Une fois qu'elles sont là, vous pouvez évidemment les transférer. Vous pouvez faire un virement depuis votre compte Ether Coinbase vers n'importe quel autre compte en Ether sur Coinbase, et on va revenir justement juste après sur les différents wallets. Vous pouvez aussi, du coup, payer quelqu'un avec cette crypto-monnaie directement.
Et puis même, vous pouvez payer aussi, pourquoi pas participer dans une ICO, donc d'acheter des tokens dans un véhicule d'investissement comme ça. Mais pour dire que voilà, il y a plusieurs moyens d'envoyer de la crypto-monnaie à d'autres personnes, à d'autres projets, etc. Depuis Coinbase. Donc, Depuis Coinbase. Oui, c'est ça. Coinbase fonctionne comme un wallet, mais simplement c'est un wallet qui est assez dangereux parce qu'il est centralisé. D'accord, ok. Donc on va vite le mettre dans notre propre wallet. Hein. On va faire ça comme ça. Et une fois qu'on a notre crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Parce qu'on dort dessus, on la regarde, on la vend. Alors, comme je disais, on peut soit l'utiliser directement depuis Coinbase, mais ce que je vous recommande vraiment, c'est avant de l'utiliser, c'est d'utiliser votre propre wallet, donc de mettre votre crypto-monnaie en sûreté quelque part. Et donc là, effectivement, il existe plusieurs formes de wallet. Le premier, le plus évident, c'est ce qu'on appelle un wallet software. Donc c'est un logiciel que vous devez télécharger et installer sur votre machine et qui va vous générer des comptes à volonté. Donc créer un compte en crypto-monnaie, c'est complètement gratuit. Ouais. Ça se fait en 1 seconde. Et vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, quoi. C'est un peu comme un répertoire, quoi, en informatique. C'est ça. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, finalement. Oui. Exactement. Et en plus, comme c'est gratuit et indolore, j'ai envie de dire, vous pouvez en créer autant que vous voulez. D'ailleurs, même Coinbase, il vous crée un nouveau wallet à chaque fois que vous faites une transaction. Hein. Ah oui. Donc, vous pouvez vraiment en créer autant que vous voulez. Ça ne coûte rien, ça ne prend pas de place, ça ne mange pas, ça ne boit pas, ça ne fume pas. Donc... Non, et ça ne stocke même pas de données. C'est-à-dire, en fait, il faut bien voir qu'un wallet, ça n'est ni plus ni moins que votre paire de clés. C'est-à-dire votre clé privée, votre clé publique. Oui. C'est tout. La crypto-monnaie en elle-même, en fait, elle est stockée dans le registre qui est copié sur toutes les machines. Oui. Donc, ça prend pas plus cher de stocker plus de wallets sur votre machine, en fait. Et de la mettre donc en sécurité, parce que finalement, c'est ça, que l'objet de toutes les convoitises. Hein, c'est ce petit wallet, quoi. Ce sont ces clés, quoi. Donc c'est le logiciel, donc là on parlait du wallet software, c'est un logiciel que vous installez. Dans le cas de... Donc chaque crypto-monnaie a son propre wallet, évidemment. Donc par exemple sur Ethereum, vous avez un logiciel qui s'appelle Ethereum Wallet, que vous pouvez installer aussi bien sur Mac, sur Windows, sur Linux, enfin peu importe. Et là vous installez le logiciel et quand vous le lancez, la première chose qu'il doit faire, c'est il doit télécharger le registre des transactions de réseau, et là ça peut prendre de quelques heures jusqu'à quelques jours. Donc suivant la qualité de votre connexion, en fait le problème c'est pas seulement qu'il doit télécharger les données, mais il doit aussi les vérifier au fil de l'eau. Et donc refaire un certain nombre de calculs qui sont assez lourds. Donc tout ça fait que la première synchronisation peut prendre du temps. Après, je vous conseille, une fois que vous avez ça, de laisser votre wallet tourner en tâche de fond pour qu'il reste en synchronisation avec le reste du réseau en permanence. D'accord. Et donc une fois que vous avez ça, vous avez votre compte, vous rentrez ce compte comme destinataire dans Coinbase, vous envoyez le montant et du coup, votre argent sera plus disponible sur Coinbase évidemment, mais il le sera dans votre wallet à vous. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est d'utiliser un wallet multi-crypto. Alors, celui que moi j'utilise s'appelle Exodus. Il en existe plusieurs, mais Exodus est particulièrement bien fait. Et là, c'est aussi un logiciel que vous installez, mais lui, il n'a pas besoin de télécharger le registre, donc de se synchroniser avec le réseau, parce qu'en fait, il discute avec un registre qui est stocké à distance. D'accord. Mais par contre, les clés, notamment les clés privées, sont stockées en local sur votre machine. Ok. C'est donc moins lourd quoi, à gérer. Enfin, voilà. Il y a moins de fichiers à télécharger, il y a ça prend moins de temps, on est plus vite à pied d'œuvre, quoi. Voilà, le démarrage est beaucoup plus rapide, tout en étant quand même sécurisé, parce que c'est pas comme sur Coinbase où vos clés privées sont stockées sur une base de données. Là, vos clés privées, elles sont stockées chez vous. Mais effectivement, vous faites confiance à Exodus pour que ses nœuds soient fiables et que son registre à lui soit impeccable. C'est un point de faiblesse aussi, ça pourrait être attaqué d'une manière ou d'une autre? De toute façon, c'est une entreprise avec des serveurs et donc si quelqu'un s'amuse à attaquer les nœuds opérés par Exodus ou simplement à s'insérer quelque part sur le réseau, il y a toujours un risque qu'effectivement la communication entre le serveur d'Exodus et l'application soit corrompue. Donc là, c'est quelque chose à garder en tête. C'est une prise de risque, mais bon, calculée quand même, quoi, j'imagine. Voilà. Donc, je rappelle au passage que dans ces deux cas, les clés privées sont stockées sur votre machine et votre machine est connectée à Internet. Oui. Donc, si votre machine a un virus, un truc un petit peu glauque, attention, vous prenez un risque parce que du coup, vous exposez vos clés privées
aux attaques, du coup, vous êtes responsable de vos propres comptes. Encore plus basiquement, vous partez de chez vous avec votre ordinateur portable, vous ne le sécurisez pas et quelqu'un vous le vole. Là aussi, je veux dire, c'est du bon sens, quoi. Hein, ce qu'on explique là, vous laissez votre maison ouverte, vous partez travailler. Il y a peut-être un petit risque que quelqu'un vous pique vos wallets ou autre. Hein, donc voilà. Et on en parlait récemment sur les wallets hardware. N'oubliez pas aussi la fameuse attaque de la méchante femme de ménage, la Evil Maid attaque. C'est-à-dire que vous lui donnez accès à la maison, vous n'êtes pas là pendant qu'elle fait son travail. Rien ne l'empêche d'aller voir sur votre ordinateur, récupérer les infos qui l'intéressent. Ouais. Donc gardez ça en tête. C'est un système qui est décentralisé, donc ça responsabilise les utilisateurs. Ouais. C'est à vous de faire gaffe à vos clés et à ce que vous en faites, et notamment si vous les stockez sur votre ordinateur, faites attention à ça. Et c'est pour ça qu'il existe aussi les fameux wallets hardware dont on a déjà parlé, comme le Ledger par exemple. Là aussi, il y a des faiblesses, on l'a dit déjà. Il y a des faiblesses, donc faites attention à ce que vous faites. Ouais. Je vous ramène à l'épisode 161, je crois. Ou 160 ou 160, dans ces eaux-là, oui. Voilà. On a parlé des mesures de sécurité qu'il fallait prendre avec ces trucs-là, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, c'est juste une technique pour éviter que vos clés, notamment vos clés privées, soient exposées ou tout venant, puisqu'elles restent bloquées dans le device. Elles sont jamais connectées à Internet. On va terminer ce gros hors-série consacré aux crypto-monnaies. On essaye de dédiaboliser un petit peu tous les usages qu'il y a autour des crypto-monnaies. L'un des usages, c'est de la revente de crypto-monnaies. On va conclure peut-être avec ça, si tu veux bien, Sébastien. Comment on fait pour revendre sa crypto-monnaie ? Alors, de la même façon que comme on l'a acheté, c'est-à-dire tout se fait par Coinbase. Donc le principe, c'est qu'une fois que vous avez gardé votre crypto-monnaie en sûreté en dehors de Coinbase, évidemment, vous avez suivi nos conseils avisés, et du coup maintenant vous voulez la revendre. Donc la première étape, c'est de retransférer votre crypto-monnaie vers votre wallet sur Coinbase, puisque vous allez devoir le vendre depuis là. Donc de la même façon, vous allez récupérer l'adresse de votre compte sur Coinbase. Vous allez faire un virement depuis votre wallet à vous vers celui de Coinbase. Et donc c'est bêtement un virement de compte à compte. Et ensuite, une fois qu'elle est confirmée, qu'elle est stockée sur Coinbase, de là vous allez de nouveau dans l'onglet achat-vente. Ouais. Vous allez dans l'onglet vente et il va vous proposer de mettre un montant. De nouveau, il va reprendre une petite commission au passage. Donc attention à ça. Ouais. Et une fois que la transaction aura été validée, les euros correspondants seront versés non pas sur votre compte en banque, mais d'abord sur votre compte en euros sur Coinbase. D'accord. Ou en dollars. D'accord. Et ensuite, vous avez toujours la possibilité d'accumuler de l'argent sur votre compte Coinbase. Et quand vous le voulez, vous demandez un retrait. Et là, il vous fait un virement depuis le compte de Coinbase vers votre compte en banque, typiquement. Il reprend aussi une petite com là ou pas ? Non, là pas. Je ne crois pas. Ce serait la mauvaise surprise, tu vois, la double peine. Oui, en tout cas, il prend une commission à un endroit, pas aux deux. Je ne suis plus sûr maintenant, est-ce que c'est au moment où vous revendez ou c'est au moment où vous sortez l'argent ? Parce que je crois qu'au moment où vous revendez, tant que vous gardez les euros sur le compte Coinbase, il ne va rien vous facturer. Oui, ce sera assez logique. Mais par contre, c'est uniquement au moment où vous le sortez que là, il va vous prendre une commission. Oui, c'est ça. Donc, tout ça est assez logique. J'imagine que tout est bien indiqué et qu'il n'y a pas de surprise. Il faut tout bien lire, évidemment. Comme toujours, on le rappelle, c'est des sous quand même. Hein. C'est pas un jeu. Hein. Même si certains le considèrent de temps en temps comme un jeu, c'est pas tout à fait le cas, parce que tout ça a de la valeur quand même, hein, il faut le rappeler. Je pense qu'on a bien fait le tour et on a essayé de dédramatiser tout ça et de rendre les choses un peu plus accessibles pour tout le monde, en tout cas ceux qui le désirent, ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la démarche et dans la réflexion, et peut-être si vous êtes féru d'informatique, etc., je vous invite à rejoindre chainskills.net voilà. Qui est le site de Sébastien, sur lequel tu parcours tout ça, mais bien plus en profondeur, hein, il faut le reconnaître. C'est ça, donc, mais on essaye d'expliquer aussi bien aux tout venants, donc à des gens qui s'intéressent tout simplement à ce monde-là, et notamment, effectivement, on s'adresse beaucoup à des développeurs pour leur expliquer comment aller au-delà de ces crypto-monnaies et utiliser la blockchain pour des applications beaucoup plus générales que ça. On mettra le lien, bien sûr, et c'est dans le lien dans le profil de Sébastien sur lestechno.be. N'hésitez pas. Et il y a un podcast également qui s'en vient pour ceux qui veulent se servir de leurs oreilles, ciblé sur la blockchain pour le coup, et qui ne parlera que de ça, avec Sébastien et ses comparses, j'imagine. Hein, il ne va pas être tout seul non plus.
Merci en tout cas à Sébastien pour toutes ces précisions. On en reparlera encore dans les technos de temps en temps, hein, soyons clairs. La blockchain nous intéresse toujours et les crypto-monnaies également. On n'essaye juste pas de vous saouler, entre guillemets, hein, comme certains l'ont constaté dans l'actualité hebdomadaire, dans nos épisodes hebdomadaires. Ici, c'était un hors-série. Vous l'écoutez si ça vous fait plaisir. Si ça vous intéresse pas, vous l'écoutez pas. Puis voilà, c'est comme ça. Voilà. Merci Sébastien, à très bientôt. Salut. À bientôt, au revoir. Au revoir.